100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Pour ce duel des éditorialistes, je retrouve Félix Boni du quotidien L'Inter. Bonjour Félix. Bonjour Ange. Je retrouve également Assalé Tiemoko du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Bonjour Assalé. Bonjour Ange. Je suis content de vous retrouver sur ce plateau et cette semaine nous parlerons de la menace djihadiste qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Nous évoquerons aussi ce grand bazar en ce moment à la Coalition nationale pour le changement et bien évidemment nous aborderons les questions liées à la révision de la liste électorale. Tout de suite, voici l'éditorial signé par La Rue. Les Ivoiriens répondent à Jean Jaurès Tahabi et Mélène Méléhi quant à cette menace terroriste qui pèserait sur la Côte d'Ivoire. La menace djihadiste, je crois que ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Si, ça existe. Ça existe. Je ne crois pas parce qu'on n'a pas de problème avec les djihadistes. D'abord, il faut savoir les djihadistes, qu'est-ce qu'ils veulent d'abord et pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils étaient frustrés ou bien ils ont vécu certaines situations d'une part qui fait que non, ils réagissent comme ça, d'être méchants. Les anciens combattants, là, ils doivent aussi comprendre que si tu as combattu, je crois que c'est pas... Tu as combattu pour une cause. Je crois que la cause a été déjà réglée. Tu dois te retourner quand même où tu travaillais. Si tu étais un menuisier, je crois que c'est mieux d'aller là-bas. Ce n'est pas... Il ne faut pas avoir... Pour dire que tu es mécontent. C'est ça, c'est là le danger. Parce que ces ex-combattants peuvent, s'ils savent que ces djihadistes sont là, ils peuvent faire un front afin de pouvoir vraiment menacer le pouvoir ou la population. Et là, c'est très dangereux parce que cette histoire d'ex-combattants, il faudrait que le président voie ça, résolve ça le plus vite possible. Parce que les gars sont mécontents, ils ont combattu aujourd'hui, d'autres ont été délaissés, 105 francs. Donc quand c'est comme ça, c'est un danger permanent. C'est un peu compliqué cette histoire-là parce que dès qu'on a décidé de d'envoyer déjà nos éléments sur le terrain pour pouvoir aider les autres pays dans ce problème-là, c'est comme si la menace était déjà imminente. Mais il y a des pays que les djihadistes sont menacés, mais qui n'ont pas été menacés par ce genre de pays. Partout où ils sont passés, ce n'est pas l'armée d'un tiers pays qui est allé combattre contre eux qui fait que ces djihadistes-là viennent. Ils savent pourquoi ils sont là, sinon c'est pas... Je ne pense pas que aller apporter de l'aide aux Maliens, on savait qu'ils étaient en détresse, ils avaient besoin de nous, ne veut pas dire qu'interpeller les djihadistes pour venir nous combattre aussi. En tout cas, j'ai réellement peur, ça seulement je ne le cache pas. J'ai très peur de cette situation-là. Mais seulement que j'essaie de vivre le jour au lendemain, quoi, et puis de ne pas blesser ou bien offenser tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils soient musulmans, quelle que soit sa religion, quoi. C'est vrai que ça fait un peu peur à dire, mais vraiment il faut dire que quand on entend parler de djihadistes, vraiment, excusez-moi du thème, mais on fait plus allusion aux États islamiques. En fait, ils mettent le nom des musulmans devant alors qu'ils ne se comportent pas comme les musulmans. Ce n'est pas ce que l'islam demande. Parce que dans la Bible, comme dans le Coran, tu ne dois pas tuer un être humain. Alors que les terroristes sont en train de tuer. Moi, je suppose que ça, vraiment, ce n'est pas une religion. Bon, c'est une autre religion, quoi. En tout cas, ça ne concerne pas l'islam. Pour moi, il faut être prudent. Parce que le plus souvent, ils vont un peu dans les supermarchés, dans certains coins, pour pouvoir... Voilà, donc il faut être vraiment prudent. Ça peine beaucoup. Comment une personne peut venir mettre une bombe et puis il explose, il tue tout le monde. Franchement, ça me déstabilise même. C'est pas comment sauvegarder les vies des Ivoiriens, mais bon, je sais pas, on compte quand même sur notre sécurité nationale pour pouvoir nous aider dans ce problème-là. Pour pouvoir interdire ça, vraiment, ce serait difficile parce que, je ne sais pas, c'est des gars qui ne comprennent pas. Quel que soit ce que vous allez leur dire, il ne va pas comprendre. Donc s'il a une mission à accomplir, ils vont accomplir avant qu'il ne parte. Donc ce serait difficile. Moi, je pense que quand tu vois quelqu'un qui n'est pas de chez toi, s'il n'est pas d'ici ou bien c'est un ennemi, automatiquement tu sais que c'est un ennemi. Il faut interpeller les autres.
Voilà, ils pensent que c'est le seul moyen. Mais détecter, c'est un peu trop dit, puisque c'est des gars qui vivent au quotidien avec nous, sans toutefois le savoir. Voilà, donc c'est pas aussi écrit sur leur front pour dire que non, voilà un djihadiste. Sinon, je sais que là maintenant, je connais la population ivoirienne. Si on détectait un djihadiste aujourd'hui, on allait finir avec lui. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit groupe. Nous avons une armée en Côte d'Ivoire qui interviennent aussi par rapport aux autres pays africains. Donc, ils pensent que ces djihadistes-là ne sont pas quand même des gens qu'on ne peut pas battre. Je demande à Dieu de nous protéger tous, mes frères, mes soeurs, tout et tout, mes voisins aussi. Alors, la menace djihadiste qui pèse sur la Côte d'Ivoire est-elle réelle ou une vue de l'esprit à Saleti Boko? A priori, on ne peut pas répondre qu'il s'agit d'une vue de l'esprit, puisque c'est de notoriété publique que depuis quelques années, les djihadistes sont à nos frontières, à côté au Mali, avec tout ce qui s'y est passé. Et donc, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le collimateur, si on dit que la Côte d'Ivoire est dans le collimateur des djihadistes, on ne peut pas considérer cela comme une sorte de vue de l'esprit. Mais bien au contraire, on doit pouvoir déjà penser à comment contrecarrer cette menace et prendre des mesures anticipatives pour savoir ce qu'il y a à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, Félix Boni? Je dirais la même chose. Il ne faut jamais penser que ça ne se passe que chez les autres. Les Camerounais qui vivaient tranquillement au moment où Boko Haram sévissait au Nigeria n'avaient pas pensé qu'ils allaient aussi un jour subir la menace de ce groupe terroriste. Il y a depuis quelques années que le terrorisme est à nos portes, depuis le Mali, même le Niger a vécu plus ou moins un peu. Et donc, lorsque vous avez ce genre de pratiques juste à côté de vous, il faut toujours se prémunir. Et là, on a eu quand même une menace, même si elle a été contredite, on ne peut pas dire démentie plus tard. Il faut prendre au sérieux la menace du groupe Ansardine qui a menacé quand même de frapper la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas se limiter aux démentis et dormir sur ses lauriers. Est-ce qu'aujourd'hui les frontières ivoiriennes sont assez sûres? On l'a vu dans la lutte contre Ebola. Ebola n'a pas pu pénétrer le territoire ivoirien. Mais est-ce qu'on peut espérer la même chose des djihadistes? D'abord, il faut être certain qu'Ebola n'a pas pu pénétrer le territoire ivoirien. On peut avoir j'allais dire, communiquer sur ce qui s'est passé sur notre territoire, mais pour ce qui concerne la menace djihadiste, il faut le dire, la Côte d'Ivoire a des frontières très poreuses, notamment la zone nord de la Côte d'Ivoire, même à l'est également. Vous verrez des gens qui vont au champ de l'autre côté et qui reviennent dormir en Côte d'Ivoire le soir. Au nord, c'est sociologique, c'est partout. Et au nord, il y a quand même un mouvement de foule qui est tel que il est difficile de contrôler tout ce qui rentre et ceux qui sortent. Je donnerai un exemple, un de mes collaborateurs qui est allé au nord pour une mission a pu rentrer facilement sur le territoire malien, mais quand bien même il a été pris par l'armée malienne, mais il a pu rentrer facilement. Il aurait pu se faufiler dans ce groupe et puis disparaître. Donc on ne peut pas d'emblée dire qu'on a des frontières assez contrôlées, parce que le flux migratoire, le flux des populations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins est tel que il faut faire attention. Oui, c'est le même avis. Je me demande même si on a des frontières au sens scientifique du terme, parce que quand on sait ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire avec les exploits que nos frères de l'ex-rébellion ont réalisé dans cette zone, il n'y a plus de frontières en tant que telles entre la Côte d'Ivoire et cette partie de l'Afrique. Et donc, même les pays les mieux sécurisés, les États-Unis, la France et puis d'autres pays, sont pénétrés par les terroristes quand ils veulent. Voilà. Malgré tout le système qu'ils mettent en place, à plus forte raison la Côte d'Ivoire, où presque toutes les personnes se ressemblent au nord, les gens peuvent rentrer tranquillement et peuvent même venir jusqu'à Abidjan sans que personne ne sache que ce sont des terroristes. Donc, en matière de frontières, on ne peut pas dormir pour dire qu'on est sécurisé. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Mais il y a également un autre aspect de cette triste réalité-là. Est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a réellement les moyens de faire face à ces terroristes d'Ansardine? Ne me faites pas rire, même les pays les plus développés n'ont pas les moyens pour faire face
au terrorisme. À cette nouvelle forme de terrorisme. Qu'un individu qui s'explose lui-même ou qui met une bombe dans un véhicule et qui fonce sur un public et qui s'immole pour tuer davantage de personnes, je crois que c'est difficile quand même de dire qu'on a les moyens, parce que d'abord, pour avoir les moyens, il faut pouvoir d'abord contrôler les frontières, ce qui n'est pas encore évident. Mais il faut pouvoir avoir les moyens de détecter tout ce qui est métaux, tout ce qui est bombes, ceintures, explosifs, tous ces éléments-là. Je ne pense pas que nous disposons suffisamment de moyens pour faire face à ça. Le terrorisme, ce n'est pas une armée, ce n'est pas un bataillon auquel il faut faire face. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, c'est des individus qui sont déjà endoctrinés dans la tête, qui préparent de façon artisanale des bombes, qui peuvent se retrouver dans le maquis ou dans le groupe, dans un véhicule, dans un bus, dans un véhicule de transport en commun, qui s'explosent, qui peuvent commettre un acte juste pour s'aimer la terreur dans la population. Il est difficile, même les pays développés, il leur est difficile de pouvoir cerner ce phénomène nouveau. Alors l'État a annoncé, on le sait officiellement, il y a aujourd'hui un peu plus de 18 000 ex-combattants dont on a perdu le contact. Pensez-vous que c'est un potentiel vivier pour ces terroristes-là? Oui, nous avons déjà fait une analyse, je crois, dans notre avant-dernière édition sur cette question de ces ex-combattants qui n'ont pas été réinsérés, qu'on a délogés de force de certaines casernes militaires et qui sont aujourd'hui dans la nature avec, pour certains, des armes à main. Alors, ils ont été nourris pendant des années à une promesse qui était que soit ils intégraient l'armée, soit ils allaient recevoir chacun la somme de 5 millions, ce qui n'est pas venu, les deux ne sont pas venus, et donc aujourd'hui on les a déguerpis et ils sont dans la nature. Alors, vous savez que le terrorisme souvent aussi prospère sur l'ignorance et la pauvreté. Voilà, et donc tous ces jeunes gens qui ont rêvé de rentrer dans l'armée, qui aujourd'hui en quelque sorte n'ont plus d'espoir et qui sont dans la nature, ce sont des proies faciles pour les terroristes. Et si on les prend tout de suite, on vous dit qu'on va vous donner 30 000 francs par jour, et on va vous former dans un centre quelque part au Mali ou bien dans le Sahel pour venir attaquer votre pays, pourvu qu'ils aient des ressources pour survivre, c'est des proies faciles. Et pour la plupart, on le sait tous, ils sont analphabètes, et donc on peut tout de suite leur faire un lavement de cerveau et ils peuvent agir contre le pays. C'est une menace. Félix. Il ne faut même pas chercher loin. Il y en a un qui a communiqué, qu'on a lu sur les réseaux sociaux, qui a dit qu'il est prêt à rejoindre les terroristes au Mali, en Sardine au Mali, si on lui fait appel. Ça veut tout dire, ça résume déjà la situation. Lui, il a eu le courage de le dire ouvertement, à visage découvert, avec son image sur les réseaux sociaux. Et cet individu, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des responsables du camp BAE de Yopougon à l'époque, qui l'a dit à visage découvert. Combien sont-ils dans l'ombre qui peut-être ont dû rejoindre déjà ces terroristes au Mali ou qui cherchent déjà à les rejoindre? Cet appel de pied qu'il a déjà lancé sur les réseaux sociaux, je suis sûr que cet appel sera entendu. Parce que les terroristes n'en demandent pas mieux. Surtout que c'est quelqu'un qui a su déjà manier les armes, qui a pu faire partie d'un groupe, d'une troupe militaire, armée, tout. C'est vraiment un vivier fertile pour ces terroristes. Donc il faut prendre au sérieux ces jeunes gens qui sont dans la nature, chercher à savoir où ils sont. Je me rappelle qu'à l'époque, l'ex-programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire avait un fichier complet avec les images à l'appui, les numéros de téléphone de tous ceux qui étaient à profiler. Je pense que sur la base de ces documents, on peut déjà traquer ces personnes-là, les retrouver et puis les réinsérer socialement pour ne pas qu'ils soient un vivier pour le terrorisme en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire qui participe également aux efforts de maintien de la paix au Mali, ce qui est louable, mais est-ce que cela ne représente pas un motif de danger, un motif de menace de la part de ces groupes djihadistes? Il faut dire qu'on n'avait pas le choix à un moment donné. On avait comme président de la CEDEAO le président Ouattara et on ne pouvait pas laisser tous les autres pays envoyer des contributions. Et sans que, voilà, qui s'est impliqué, qui a été en première ligne dans ce combat. Donc du coup, pour ces djihadistes, la Côte d'Ivoire fait partie, et comme ils l'ont dit, la Côte d'Ivoire fait partie de ces États qui cautionnent, j'allais dire, la lutte que mène l'armée malienne contre j'allais dire, leur groupe. Du coup, la Côte d'Ivoire est dans leur viseur. Mais il faut le dire également, on est un État qui, même quand bien on est un État laïque en Afrique de l'Ouest, je crois que la Côte d'Ivoire fait partie des États les plus christianisés. Or, le terrorisme, le djihad ou la djihad que ces personnes-là prétendent conduire, sonne dans leur esprit l'expansion de l'islam.
l'expansion par la guerre sainte, ce qui n'existe pas véritablement dans le Coran, parce qu'on a eu interrogé quand même des imams qui nous ont expliqué. Mais pour ces personnes-là, il faut appliquer la guerre sainte, l'expansion de l'islam, au besoin aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont prêts à franchir le territoire malien pour étendre leur combat jusqu'ici, quitte même à pousser le christianisme jusqu'à un certain retranchement au niveau des côtes. Alors, deuxième thème de ce rendez-vous, le grand bazar qui a lieu en ce moment à la coalition nationale pour le changement, cette coalition, l'autre coalition de l'opposition. Alors la CNC n'aura finalement jamais un chef, hein, c'est ce qu'on peut penser. Et aujourd'hui, il y a tellement de dissonance interne à cette coalition. Est-ce qu'elle survivra à Salé? Est-ce qu'elle survivra? C'est une question qui mérite d'être posée. Comme on peut se demander aussi, comme le dirait un homme politique français, si nous avons l'opposition politique la plus bête au monde. Parce que dans la vie, il y a des objectifs qu'on se fixe. Ils ont créé cette coalition pourquoi? Je pense qu'ils ont créé cette coalition pour essayer de mutualiser leurs forces, pour aller devant le candidat du RHDP qui est présenté comme un ogre et qui va tout massacrer sur son chemin. C'est ce que disent ses partisans. Donc, je pense que c'est dans cet esprit qu'ils ont créé cette coalition. Si aujourd'hui, les intérêts, les égos des uns des autres font que le désordre règne dans cette coalition, les citoyens ivoiriens vont se demander, mais est-ce que ces hommes-là sont sérieux? Donc, ils devraient pouvoir tirer les leçons de cette situation et taire leurs égos, et puis parler d'une seule voix. Parce que ce à quoi on assiste ne rassure pas. On a l'impression que c'était juste un rassemblement hétéroclite d'individus qui voulaient forcément avoir un carnet d'adresse sur lequel on mettra un jour j'ai été candidat à l'élection présidentielle. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Maintenant, est-ce que ça va résister jusqu'à vos élections? C'est une grande question, mais on peut dire qu'ils sont mal partis pour rester soudés jusqu'aux élections. Alors, Félix, est-ce que finalement la CNC aura un chef? Est-ce que cette CNC-là peut durer jusqu'à la prochaine présidentielle? Cette CNC est en train de nous donner l'image d'une coalition, une alliance de dupes, c'est-à-dire où des individus ont essayé de montrer à l'image du monde qu'ils peuvent se mettre ensemble alors qu'ils ont tout, tous en commun sauf ils ont tout sauf ce qu'ils doivent avoir en commun. C'est-à-dire que c'est un groupe hétéroclite d'individus aux intérêts divergents et qui sont tous mus par une volonté de commander les autres. Il faut appeler un chat, comme vous voyez, Charles Konambani n'est pas prêt à renoncer à sa candidature pour un Mamadou Koulibaly ou, je dirais, Kakabe, et même Messi Amara, si jamais il rentre dans le groupe. Et si Amara qui hésite encore à signer, c'est parce qu'il ne sent pas qu'en rentrant dans la CNC, il aura une posture de celui derrière qui tout le monde va se ranger. Finalement, on est dans une coalition de dupes où les gens ont du mal véritablement à se dire les choses clairement, alors qu'au départ, cette opposition-là avait suscité de l'espoir dans son camp, parce que les gens croyaient qu'il allait avoir encore en face du rassemblement des oufoutistes au moins un groupe, un bloc soudé qui va pouvoir permettre aux prochaines élections d'avoir 2 poids comme on l'a eu en 2010. Malheureusement, on est en train de partir vers l'explosion déjà de cette CNC qui est née à peine il y a 2 mois. Et je me demande bien si elle pourra survivre, même d'ici jusqu'à la déclaration de candidature des différents candidats aux élections présidentielles. Alors, on est en train de parler là aussi des Siamara. Apparemment, il a envie de faire cavalier seul. Il va annoncer sa candidature en fin de semaine. Sa candidature à la présidentielle en fin de semaine. C'est aujourd'hui le grand flou. Est-ce que là, Charles Konambani a-t-il la légitimité pour prendre la tête un jour aux besoins de cette coalition à Salé? Moi, je pense que dans cette affaire, le ministre Amara a mal calculé sa chose. Le fait que son représentant, le jour de la signature de leur... a fait semblant de signer est une chose qui a porté un rude coup à son image, parce que là, je lisais la dernière fois la déclaration de ce dernier qui disait que si lui avait déconseillé de signer. Donc, il n'avait pas à venir faire ce cinéma
devant le monde entier en faisant semblant de signer alors qu'il ne signait pas, sur instruction de Si Amara. Déjà, de ce point de vue, si on a un peuple qui est bien éduqué, un peuple qui est instruit, un tel candidat n'a plus de valeur devant un peuple. Et aujourd'hui, le comportement de M. Si Amara, moi, en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne, me laisse perplexe. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'un individu seul peut, en l'état actuel de la situation politique de la Côte d'Ivoire, battre M. Ouattara à l'élection présidentielle? La réponse va de soi, ce n'est pas possible. Et si Amara ne peut pas le faire, M. Bani ne peut pas le faire, Afin Sanso ne peut pas le faire, la seule solution, c'est une coalition, un candidat unique pour aller contre le bloc RHDP. Apparemment, ils n'ont pas compris ça. Et si Amara est dans une logique de fermeté, de faire cavalier seul, on essaie pour quel objectif précis? De l'autre côté, on n'a pas un leader qui se dégage. Mamad Koubali fait des déclarations qui condamnent pratiquement les propos des autres. Aujourd'hui, on est dans une situation de flou total. Et donc, on se dit, finalement, est-ce qu'ils sont prêts à défendre les intérêts des Ivoiriens si eux-mêmes ne sont pas d'accord pour s'attendre sur les enjeux qui peuvent les conduire à avoir une candidature unique? Alors, si je vous comprends bien, on peut penser que face au RHDP, cela risque d'être l'hécatombe pour la CNC. On a envie de dire, de reprendre ces propos de la défunte LMP, il n'y a rien en face. Parce qu'on ne voit rien en face pour l'instant. Si c'est pour que Si Amara déclare sa candidature pour y aller à titre individuel, comme cela est en train de se profiler, s'il n'y aura rien en face de M. Ouattara. Si c'est pour que Charles Konan Bani soit candidat de son côté, Si Amara de son côté, Afin Guessan de son côté, attendons-nous à un premier tour pour parler comme les autres Tako Kele ou quoi, ça veut dire à un coup KO. Et donc l'opposition est en train de faire le lit du pouvoir et qu'ils ne soient pas surpris d'être pris à leur propre piège. Alors, il y a une autre coalition dont on ne parle pas, c'est l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Parce qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous voyez une AFD qui se réunit, qui mène des activités, qui ne serait-ce que faire des déclarations depuis qu'ils ont mené le combat, qu'Afin Guessan a été mise en minorité entre griffes dans son propre parti, l'AFD n'existe que de nom. Donc c'est une coalition qui n'existe pas. Et puis que pèse cette AFD? À part le Front populaire ivoirien, même le RPP est en train d'être abandonné par son premier capitaine, Laurent Donafologo. C'est-à-dire la deuxième formation qui pèse dans l'AFD, c'est le RPP. Après ça, c'est des petits partis qui ne peuvent pas remplir, pour utiliser le terme des gens, une cabine téléphonique. Donc du coup, l'AFD, c'est une coalition juste de nom. Voilà. Il y a eu le tweet de Mamadou Koulibaly le week-end dernier qui dénonçait pratiquement la nature ivoiritaire du discours que tenaient certains de ses compagnons de la CNC. Avez-vous lu ce tweet-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est sincère ou c'est un peu démagogique? Que Mamadou Koulibaly dénonce un discours qu'il estime ivoiritaire, moi je pense qu'il a pleinement raison. Parce que l'ivoirité est une notion dont les concepteurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore réussi même à expliquer les vrais fondamentaux. Et donc, que Mamadou Koulibaly dise que certains de ses compagnons de la CNC sont en train de revenir à ce discours et qu'ils dénoncent cela, pour moi, cela est une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure manière de le faire que de le faire sur la place publique? Est-ce qu'à l'interne, au niveau de la CNC, il ne peut pas s'entendre pour dire qu'il faut qu'on ait un discours cohérent en face des Ivoiriens? Il y a des choses qui nous ont divisés, comme l'ivoirité. Voilà des choses sur lesquelles il ne faudrait plus jamais revenir. Les Ivoiriens aspirent à la paix, les Ivoiriens aspirent au développement, aspirent à trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Ces débats-là, il faut les laisser tomber. Donc, ça peut se régler à l'interne. Maintenant, l'exposé sur la place publique, vous avez vu que ça a fait la une de presque tous les journaux pro-Ouattara, en disant que Mamadou Koulibaly a démissionné, il attaque ses camarades, l'ivoirité est encore... Donc, dénoncer ça, c'est une bonne chose, mais la manière de le faire, à mon avis, n'était pas la plus adaptée. Alors, Félix? Il faut revenir sur la manière dont Mamadou Koulibaly a lancé cette idée. D'abord, il y avait un meeting de la coalition à Koumassi auquel il s'est affiché par son absence. Ses camarades ont tenté d'expliquer qu'il était à l'étranger. Quand lui-même fait comprendre qu'il n'était pas à l'étranger, qu'il avait une activité au siège de son parti, ce qui est tout à fait incongru parce que le meeting était déjà annoncé depuis la fin du premier meeting à Yopougon. Donc il devait prendre les dispositions pour ne pas avoir à mener une autre activité parallèle au meeting.
Ça, c'est de un. De deux, en dehors du fait qu'il ne soit pas allé au meeting, il lance un tweet pour dénoncer un discours ivoiritaire. Cela est symptomatique du malaise qu'il y a à la CNC. Ça veut dire que cette coalition n'ira pas loin. Alors qu'il est l'initiateur de cette CNC. C'est d'ailleurs au siège de leader que la CNC est née. C'est au siège de leader que les négociations, les démarches, tout ce qui s'est passé dans l'ombre, c'est au siège de leader que ça a eu lieu. Si le premier, l'initiateur de cette coalition déjà prend une direction contraire à celle de ses amis, allez-y comprendre que la CNC est en train de sonner, ce discours est en train de sonner le glas de la CNC. Alors parlons de ce discours qui serait en train de prendre une allure ivoiritaire. Alors, si, comme nous l'avait promis le candidat Alassane Ouattara en campagne en 2010, qu'arrivé au pouvoir, il procéderait à un certain nettoyage de fond en comble de la Constitution ivoirienne, notamment il retoucherait à cet article 35 qui, quelque part, est un article confligène. Si cela avait été fait, est-ce que cela ne nous épargnerait pas tous ces soupçons-là de relents ivoiritaires? Justement, c'est une question qui se pose aussi. Et on se demande même si on n'a pas manipulé un peu le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'on se souvient très bien qu'à la veille des élections de 2010, eh bien, pendant les négociations qui ont eu lieu entre les quatre grands, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, Soro Guillaume, Gbagbo, Alassane Ouattara et M. Bédié, ils avaient tous convenu de ce qu'il y avait des articles dans la Constitution ivoirienne qui étaient confligènes. Et qu'au sorti de cette élection, la première chose à faire, c'était de modifier cette Constitution pour retirer ces articles confligènes. M. Ouattara même s'était engagé pendant la campagne à le faire. Pendant le débat, le face-à-face entre les deux tours, il a pris le même engagement. Pendant la prestation de serment du Conseil constitutionnel, il a pris le même engagement. 4 ans plus tard, ou bien 5 ans plus tard, on est au point de départ. Il n'a pas touché à la Constitution. Il n'a rien fait du tout pour que ces articles confligènes soient retirés. Alors, donc, des individus qui peut-être n'ont pas encore digéré le fait qu'il ait été élu sur la base d'un décret exceptionnel pris par le président Gbagbo et qu'aujourd'hui veut se présenter alors que la Constitution qui l'empêchait de se présenter n'a pas été modifiée, vont ressortir encore ce même débat. Et qui est à la cause de ce débat? On peut dire aujourd'hui que c'est M. Ouattara qui est à la cause de ce débat. S'il avait pris son courage à deux mains, au lieu de faire des calculs politiciens, pour faire un référendum, pour modifier cette constitution depuis 2013 ou bien 2012, on n'en serait pas là. On a préféré voter des lois sur la patrie, des lois pour faciliter la naturalisation des étrangers, plutôt que de poser le problème de fond, qui est l'article 35, qui divise tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le même débat nous rattrape et il va se poser, puisque quand ils vont aller déposer les candidatures, la Constitution donne le droit à chaque Ivoirien de s'opposer à toute candidature, s'il estime que l'individu qui a déposé sa candidature n'est pas de nature à se présenter. Alors, est-ce qu'on va faire ce débat-là encore pendant combien de temps? On aurait pu gagner du temps si M. Ouattara nous avait épargné ça en tenant sa promesse de modifier la Constitution. Alors, Félix. Voici un débat qui risque de nous entraîner encore jusqu'à la date du 25 octobre sans qu'on ne puisse tenir les échéances de 2015. Politiquement, je crois que c'est la plus grande et grave erreur que le régime Ouattara a pu commettre depuis les 4 ans de mandat qu'ils ont déjà assumé, parce que la promesse n'a pas été tenue. Et aujourd'hui, il faudra que peut-être M. Ouattara s'en prenne à lui-même, parce que ce débat va se mener à tous les coups. Lui, il a déjà dit que ce qui a été valable en 2010 peut faire jurisprudence en 2015. Mais la jurisprudence, c'est lorsque le fait jugé se répète encore dans l'histoire. Le fait, supposons que ce qui s'est passé... On était en crise, là. Nous étions en crise en 2010. Ouais, nous ne sommes plus en crise en 2015. Ouais. Le pays n'est pas divisé en deux. On ne peut pas recourir à l'article 48 de la Constitution encore en 2015. Et soyons clairs, est-ce que la situation de 2010 ressemble à celle de 2015? Ce n'est pas la même chose. On ne se retrouve pas dans une situation où on peut encore recourir à la même chose. C'est la chose jugée. La chose jugée ne se retrouve pas encore devant une juridiction pour dire qu'on va encore recourir à la manière dont ça a été jugé pour reconduire. Et quand on s'adresse par exemple au président de la Cour suprême ou au Conseil constitutionnel pour dire votre jurisprudence doit servir d'exemple, je suis surpris, il n'y a pas de jurisprudence. Il
Il n'y a pas de jurisprudence. Et j'ai même été surpris par le discours de M. Ouattara qui disait comme ça que le président Bédié aurait pu se présenter en 2015, mais il a préféré le choisir comme candidat. Le président Bédié ne pouvait pas se présenter en 2015. Le président Bédié a 81 ans maintenant. Il est frappé par la même constitution qui dit que pour être candidat, il ne faut pas dépasser 75 ans. Et le président Ouattara également peut être un peu embêté par la même constitution qui n'a pas encore été abrogée, cette même constitution qui a été appliquée contre lui, notamment l'article 35, à partir duquel il a été éliminé en 2000 et à d'autres élections. Il faut faire attention, ce débat risque de se mener et nous faire traîner encore jusqu'au 25 octobre, au point où on peut ne pas tenir la date prévue des élections et on va encore tomber dans une autre question juridique. Et là, je m'apprêtais à vous demander, est-ce que dans ces conditions-là, vous pensez que le 25 octobre, le premier tour de la présidentielle ivoirienne aura lieu? Bon, d'un point de vue strictement juridique, M. Ouattara même, peut-être qu'il il a dit qu'en grand démocrate, il va respecter le délai constitutionnel. Oui. Mais on sait tous que si aujourd'hui on demande l'avis du Conseil constitutionnel sur le mandat de M. Ouattara, je suis sûr que le Conseil constitutionnel va dire que le délai constitutionnel court à partir de la prestation de serment. M. Ouattara a prêté serment le 21 mai 2011. Son mandat constitutionnel finit le 21 mai 2016. Voilà. Ça, c'est ce que le Conseil constitutionnel va répondre. Et ça, c'est juridiquement démontrable. C'est clair. Mais M. Ouattara dit non. Lui, il va tenir le délai, il va respecter la Constitution qui dit que tous les 5 ans, il faut faire une élection à partir du mois d'octobre. Donc, on est aujourd'hui à 4 mois de cette échéance-là. Sur le terrain, est-ce que les choses sont de nature à rassurer qu'on va respecter cette échéance? La réponse est non. La réponse est non. Comment vont-ils faire pour tenir cette échéance? Ça appartient à M. Ouattara et à son gouvernement de nous démontrer qu'ils ont la volonté. Surtout aussi au président Bakayoko, le président de la commission électorale. Oui, au président de la commission électorale. Mais bon, encore que lui, qu'est-ce qu'il décide? Lui, personnellement, il ne décide pas grand-chose. C'est le gouvernement qui décide réellement les choses. Donc, est-ce que le délai sera tenu? Moi, j'en doute. Mais si on dit qu'il faut repousser de 2 mois encore, 3 mois encore, on serait toujours dans le délai constitutionnel de 5 ans par rapport au mandat de M. Ouattara. Et je pense qu'il devrait pouvoir en tenir compte. Et bien évidemment, cela nous amène à parler de la révision de la liste électorale, dont le délai a été repoussé de quelques jours. Cela a été prolongé jusqu'au 12 juillet. Est-ce que ce n'est pas une raison supplémentaire pour dire c'est pas très évident que le calendrier électoral soit tenu? Mais la preuve est là, la CEI nous a juré, la main sur le cœur et le cœur bien accroché, que jamais il ne repousserait le délai fixé pour la fin de cette opération. Et puis on a été surpris qu'en Conseil des ministres, une décision soit prise. C'est même pas la CEI qui a décidé de prolonger, c'est en Conseil des ministres que la décision a été prise. Mais la CEI a suggéré. La CEI a suggéré, et puis le Conseil des ministres a entériné. Ça veut dire que tout ce qui est dit là peut être modifié à tout moment. Alors, Félix, la parole peut être remise en cause. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est encore acquis, rien n'est encore évident. Voyons, on peut le dire, hein, s'il faut porter un jugement de valeur sur la manière dont l'opération est menée, je dirais que l'opération a été bâclée. C'est tout comme le recensement général de la population et de l'habitat qui n'a pas donné véritablement les chiffres escomptés. Je le dis, moi-même, je n'ai pas été recensé. Oui. C'est pareil pour la révision de la liste électorale. On s'attendait à un minimum de 3 millions de nouveaux majeurs qui devaient s'inscrire sur la liste. Mais aujourd'hui, nouveaux majeurs comme personnes déplacées, nous sommes autour de 510 000 personnes, même pas encore 10% du nombre avancé. Oui. Est-ce qu'on va aller aux élections dans ces conditions-là? Je pense qu'il y a un gros problème de fond qu'il faut régler. Le problème de la réconciliation plombe aujourd'hui le processus électoral. On aurait pu s'asseoir pour j'allais dire, évacuer le contentieux de 2010, qu'aujourd'hui tout le monde se serait lancé dans le processus électoral. On aurait une élection vraiment inclusive, non pas inclusive par le verbe, mais inclusive dans la réalité. Et tout le monde allait se lever, les gens allaient se lever pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Il faut s'attendre, si on a eu 6 millions d'électeurs en 2010, il faut s'attendre au minimum en 2015 à au moins 10 millions d'électeurs. Allons-nous partir aux élections avec 6 millions d'électeurs encore? C'est comme si on avançait en marche arrière. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je donne un exemple. On vient de basculer sur la liste électorale, la liste grise.
une liste qui était, j'allais dire, sur laquelle il y avait un contentieux sur cette liste. Par quelle magie cette liste va se retrouver sur la liste électorale? Est-ce avec l'accord des autres adversaires? C'est un gros point d'interrogation. Il y a encore beaucoup de problèmes et je pense que l'échéance du 25 octobre, si elle devait pouvoir être tenue, elle sera tenue un peu dans le désordre, dans le cafouillage. Voilà, c'est la fin. Je ne sais pas, qu'est-ce que Assalé voudrait bien compléter à l'analyse sur la liste. Je partage entièrement l'analyse de Félix. Je dirais même que le recensement électoral et la révision de la liste électorale sont pour moi des échecs affligeants. Tu démontres que nos hommes politiques n'ont tiré absolument aucune leçon véritable de la crise que nous avons traversée depuis près de 20 ans dans ce pays. Parce que les choses se font un peu au pif. On déplace les problèmes. Voilà, on déplace les problèmes, on ne les règle pas et on avance dans cette situation jusqu'à ce que, peut-être que demain on se retrouve encore dans le mur qu'on voulait éviter. On a fait un processus de réconciliation. Des conclusions ont été tirées, qui ont été remises au chef de l'État. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Ivoirien ne sait ce qui s'est passé. On ne divise pas les conclusions. On dit que monsieur Bani a échoué dans sa mission, mais il a échoué sur quel plan? Où est le rapport? Pourquoi on ne le met pas à la disposition des Ivoiriens pour que les journalistes que nous sommes, pour que les intellectuels que nous sommes fassions une analyse qui a été proposée et puis on dit qu'il y a eu échec. Mais il y a eu échec, le terrain est là, la preuve est là, les Ivoiriens ne sont pas intéressés par ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, il a fallu que j'aille dans mon village faire crier le griot pour qu'il y ait peut-être plus de 20 personnes qui se déplacent pour aller se faire spécialistes. Ça ne les intéresse pas du tout. Parce que pour eux, le pays est toujours divisé, il y a toujours des palabres. Babou est en prison, d'autres personnes sont en prison, rien n'est réglé. Et on continue dans cette voie-là sans résoudre les problèmes jusqu'à ce qu'on a se retrouvé dans un autre milieu. Donc il faut que les gens prennent leurs responsabilités et qu'on réconcilie véritablement les Ivoiriens et qu'on nous dise qu'est-ce que M. Bani a fait comme travail, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport et on veut voir ce rapport. Surtout que c'est l'argent du contribuable ivoirien. Voilà, 16 milliards, dit-on, ont été financé cette initiative. Et 16 milliards, on ne sait pas où se trouvent les résultats. Exact. Voilà, c'était le duel des éditorialistes avec Assalé Tieboko du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné et Félix Boni du quotidien L'Inter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre décryptage de l'actualité. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.